s'amuse de Denis Lindon. Souvenez-vous de l'histoire d'hier. Pour occuper les troupes grecques, Nestor a entrepris de leur raconter des histoires légendaires ou réelles. Il a donc commencé par l'histoire de Persée qui doit aller chercher la tête de la Méduse pour son beau-père Polydecte. Jupiter, son père, a décidé de l'aider et d'envoyer Mercure, son messager, auprès de Persée pour lui donner des conseils. Alors que Persée, le front plissé et l'âme abattue, errait dans la campagne sans but précis, il voit apparaître devant lui Mercure, qui a pris l'apparence d'un jeune berger. « Tu m'as l'air soucieux, lui dit celui-ci. Puis-je faire quelque chose pour toi ?»« J'en doute, répond Persée. Je suis à la recherche des Gorgones, et personne ne semble savoir où elles demeurent. »« Je l'ignore aussi, répond le pseudo-berger, mais je sais qui pourrait te renseigner. Il y a, très loin d'ici, vers le nord, une contrée où tout est gris. Dans ce pays vivent 3 sœurs qu'on appelle les Grées. Elles n'ont qu'un œil pour elles 3 et s'en servent à tour de rôle. Ce sont les seules personnes au monde qui puissent se flatter d'être aussi hideuses que les Gorgones. Elles organisent d'ailleurs chaque année un concours de laideur qui se tient alternativement chez les unes et chez les autres. Elles pourraient donc te dire où habitent leurs rivales. Mais elles n'accepteront de parler que si tu les y forces, en t'emparant de leur œil unique. Si tu le désires, je peux te conduire chez les Grées. Après un long voyage, émaillé de multiples incidents, Mercure et Persée arrivent chez les Grées. « À toi de jouer, dit alors Mercure à Persée, et il disparaît subitement. Dans un pays gris, sous un ciel gris, les 3 sœurs vêtues de gris étaient accroupies et parlaient à voix basse. Même leurs paroles semblaient grises. À intervalles réguliers, l'une d'elles retirait de son front l'unique œil gris qui s'y trouvait et le passait à sa voisine. Caché derrière un arbre, Persée observe quelque temps leur manège. Tout à coup, au moment où l'une d'elles venait de retirer son œil et le tendait à sa sœur, Persée bondit et lui arrache l'œil de la main. « Je ne vous le rendrai, déclare-t-il, que si vous me dites où je peux trouver les Gorgones. » Les Grées sont bien forcés de lui fournir le renseignement qu'il exige. Mais avant de leur rendre leur œil, il leur demande encore. « Comment pourrais-je distinguer la Méduse de ses 2 sœurs ?»« Rien de plus simple, lui répond une Grée. Les serpents qui forment la chevelure de la Méduse sont des vipères, alors que ceux de ses sœurs sont des couleuvres. Comme tu le sais sans doute, les vipères ont une tête triangulaire et les couleuvres une tête ovale. » « Mais, reprend Persée, comment pourrais-je me livrer à un examen approfondi de leur chevelure si un seul regard jeté sur les Gorgones suffit à pétrifier un homme ?»« Cela, c'est ton affaire, répondent les Grées. Persée se met en route dans un état de profonde perplexité. Une nouvelle fois, c'est Jupiter qui vient à son aide. Il convoque sa fille Minerve et lui demande d'imaginer un plan pour Persée. Minerve réfléchit un instant et trouve une idée. Pour la réaliser, il lui faut certains accessoires qu'elle se procure auprès de divers dieux de l'Olympe. Quelques instants plus tard, elle apparaît devant Persée alors qu'il approche du repère des Gorgones. Elle n'a pas pris la peine de s'aiguiser. « Je suis Minerve, lui dit-elle, et je suis venue te donner les moyens de triompher de la Méduse. Voici les petites ailes de Mercure qu'il a bien voulu me prêter. Elles te permettront de voler. Voici le casque de Pluton qui te rendra invisible. Voici l'épée de Mars qui est capable de percer les écailles des plus épaisses. Voici un sac à main de Junon. Il a la particularité de prendre de lui-même les dimensions des objets qu'on veut y mettre. Et voici enfin mon propre bouclier de bronze, poli comme un miroir, grâce auquel tu pourras observer les Gorgones sans avoir à les regarder en face. » Persée chausse les ailes de Mercure, coiffe le casque de Pluton, s'envole et prend de l'altitude. Il se déplace à reculons vers les Gorgones et exécute une délicate manœuvre d'approche en s'aidant du bouclier miroir dans lequel se reflètent clairement les silhouettes des 3 sœurs. Invisible pour elle, il prend tout son temps pour repérer la Méduse à l'aide du miroir de Minerve. Il lui plonge l'épée de Mars dans le dos et il lui coupe la tête qu'il introduit dans le sac de Junon. Il reprend alors son vol, toujours invisible, en direction de l'île où il a laissé sa mère et Polydecte. En chemin, Persée eut l'occasion à plusieurs reprises de vérifier les pouvoirs surnaturels de la tête de la Méduse.
Une première fois, elle lui servit à pétrifier un serpent gigantesque qui s'apprêtait à dévorer une jeune fille nommée Andromède, attachée à un rocher. Il délivra Andromède et en fit sa femme. Une autre fois, à la fin d'un banquet qui avait mal tourné, il se vit attaqué par plus de 100 convives bien décidés à le mettre en pièces. Il n'eut que le temps de sortir la méduse de son sac, et la salle du banquet se retrouva aussitôt transformée en une galerie de statues. Enfin, arrivé à son île, il invita perfidement Polydecte à ouvrir le sac de Junon pour y prendre son cadeau. Ce fut le dernier geste de Polydecte. Sa tâche accomplie, Persée put rendre à Minerve tous les accessoires qu'elle lui avait prêtés. Il lui fit en outre cadeau, en guise de remerciement, de la tête de la Méduse, dont il n'était d'ailleurs pas mécontent de se débarrasser, car il craignait d'en être un jour lui-même, par mégarde, la victime. Minerve, reconnaissante, porta désormais toujours ce redoutable trophée sur son bouclier. Persée et Andromède vécurent longtemps et eurent de nombreux enfants. L'un d'entre eux devait être le père d'Alcmène et par conséquent le grand-père d'Hercule. La légende de Persée, que Nestor raconta d'une manière très détaillée, occupa les dîners des rois grecs pendant plus d'1 mois. Il faut croire qu'elle ne lassa pas leur attention, puisque lorsqu'elle fut achevée, ils en réclamèrent une autre à Nestor. Ce fut celle de Bellérophon et de Pégase. Second récit de Nestor, Bellérophon et Pégase. Lorsque Persée avait coupé la tête de la Méduse, quelques gouttes de sang de la Gorgone étaient tombées sur le sol. De ces gouttes naquit bientôt un cheval ailé qui fut appelé Pégase. Neptune, qui avait la passion des chevaux, obtint des 2 gorgones survivantes la permission de le prendre et le mit au vert dans un de ses domaines. C'est là que, quelques années plus tard, Bellérophon le trouva. La vie de Bellérophon n'est pas sans analogie, tout au moins dans ses débuts, avec celle d'Hercule. Comme le héros thébain, il était né des amours illégitimes d'une mortelle et d'un dieu, mais son père à lui était Neptune. Comme Hercule, il avait dans sa jeunesse commis un crime involontaire et fut condamné pour l'expier à se mettre au service d'un roi nommé Proétos et à exécuter les missions que celui-ci lui confierait. Mais contrairement à Hercule, Bellérophon ne brillait ni par sa force ni par le courage. Il ne pouvait compter, pour s'acquitter de ses tâches, que sur la protection divine de son père. La première et la plus difficile des missions que lui imposa Proétos fut d'aller combattre la chimère. C'était un monstre bizarre, lion par devant, serpent par derrière et chèvre entre les deux. Seul son tronçon central était vulnérable, et encore, à condition de le frapper de haut en bas dans le morceau que les bouchers appellent la longe. Peu désireux d'affronter la chimère à la loyale, Bellérophon alla demander de l'aide à Neptune. Celui-ci fit cadeau à son fils du cheval ailé Pégase, ainsi que d'un mors en or permettant de le diriger. Grâce à Pégase, lui dit-il, tu pourras attaquer la chimère par la voie des airs. C'est ce que fit Bellérophon. Traçant des cercles autour du monstre, il put, sans le moindre risque pour lui-même, le cribler de ses flèches, jusqu'à ce que l'une d'elles atteignît la partie sensible. Sa victoire sur la chimère fut le prototype de toutes celles qu'il remporta par la suite pour le compte du roi Proétos sur des adversaires nombreux et divers. C'est ainsi, par exemple, qu'il mit en déroute à lui seul la tribu entière des Amazones sans même avoir besoin de tirer une flèche. La seule vue d'un cavalier volant au-dessus d'elle les avait frappés de panique, comme eût pu le faire en ces temps reculés l'apparition d'un avion ou d'un hélicoptère. Grisé par ses succès faciles, Bellérophon ne mit bientôt plus de bornes à ses ambitions. Il conçut le projet, véritablement chimérique, de monter jusqu'à l'Olympe pour y caracoler devant l'assemblée des dieux. Jupiter décida alors de mettre un terme à ses exploits. Au moment où Bellérophon allait atteindre l'Olympe, un taon, dépêché par Jupiter, piqua la croupe de Pégase. Le coursier divin fit une ruade et Bellérophon, désarçonné, s'écrasa au sol après une chute de 2000 mètres. Après avoir triomphé de monstres et de géants, il était vaincu par une mouche. Pour une fois, fit observer Ajax à Nestor, ton histoire n'est pas bien longue. Non, répondit Nestor vexé, mais elle est instructive. Mais déjà ? Mais que va-t-il donc se passer ensuite ? Auriez-vous une petite idée ?